Ma femme a crié, « Je ne suis pas ta femme de ménage ». J'ai souri et j'ai appelé notre voisine célibataire, « Salut, tu peux m'aider ?» Elle a répondu, « Tout ce que tu veux, chérie. » Ma femme s'est figée. « Et chérie, prends juste quelque chose pour le dîner. » Ouais. La voix de Camille était légère, désinvolte, presque répétée. Nous étions près du rayon des surgelés, le chariot à moitié plein des mêmes choses que nous achetions toujours. Lait d'amande, petits pois surgelés, du muesli croustillant hors de prix dont elle insistait que nous avions besoin. Mais cette simple phrase, elle a eu un tout autre effet. Je me suis figé en plein mouvement, la main suspendue au-dessus d'un sac d'aiguillettes de poulet. « Pourquoi ne cuisines-tu pas pour une fois ?» ai-je dit. Pas fort, sans crier, mais il y avait une pointe dans ma voix, une amertume vive et lasse qui l'a arrêtée net alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je me suis tourné, la regardant enfin. Tu m'as entendu. Pourquoi ne cuisines-tu pas pour une fois? Son visage a changé. D'abord la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Des clients nous bousculaient en passant, jetant des regards de côté, sentant la tension. Je pouvais sentir le froid du congélateur, mais la chaleur qui montait dans ma poitrine n'avait rien à voir avec la température. « Tu n'es pas obligé de faire une scène », a-t-elle murmuré, ses lèvres bougeant à peine. Ses joues ont rougi, et ce petit sourire parfait qu'elle arborait toujours en public. Il s'est fissuré. « Je ne fais pas de scène », ai-je dit d'un ton sec. « Je veux juste marquer un point. » Elle s'est approchée, sa voix se tendant. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Julien. » Ah bon? Parce que préparer le dîner est trop difficile pour toi. Mais moi, je suis censé jouer au chef cuisinier 7 soirs par semaine? Je pouvais entendre à quel point ma voix était dure, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il ne s'agissait même plus du dîner. Tu es ridicule, a-t-elle sifflé, la mâchoire serrée, ses yeux balayant nerveusement une famille qui passait. C'est là que je l'ai vue. Le vacillement, un éclair de quelque chose derrière ses yeux. Pas de la colère, ni même de la honte. De la peur, juste une seconde. Comme si elle savait exactement pourquoi je disais cela ici, en public, où nous devions tous les deux continuer à sourire. Je me suis penché, ma voix basse. Tu souris beaucoup pour quelqu'un qui ment depuis des années. Elle s'est raidie. Sa main s'est crispée sur le chariot comme si elle avait besoin de se tenir à quelque chose. Julien, arrête. Mais je n'ai pas arrêté. Pas encore. J'en ai assez d'être poli, Camille. Nous sommes restés là, silencieux. Le bourdonnement des néons vrombissait au-dessus de nous. Autour de nous, le monde continuait de tourner, des enfants demandant des esquimaux, un vieil homme vérifiant les étiquettes de soupe. Mais dans notre petite allée glacée, tout le reste s'était brisé. Et d'un coup, j'ai reculé, je suis passé devant elle, et j'ai attrapé une pizza surgelée sans regarder. Je m'occupe du dîner, ai-je marmonné. Il ne faudrait pas que tu te fatigues. Elle n'a pas suivi tout de suite. Quand nous sommes finalement arrivés à la caisse, elle était silencieuse. Le sourire figé de retour sur son visage, mais elle ne me regardait pas. Pas vraiment. Et dans ce silence, debout derrière une rangée de barres chocolatées et de magazines à potins, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce qui venait de se passer dans l'allée 14 n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que nous arrêtions de faire semblant. Mon nom est Julien. J'ai 39 ans. Je gère un petit entrepôt de logistique en périphérie de la ville. Le genre avec des quais de chargement poussiéreux et un distributeur automatique en panne qui n'accepte plus les pièces depuis 2018. Ma vie s'est construite autour de la routine. Réveil à 6h15, café noir, chaussures de sécurité, la liste de Camille collée sur le frigo. Rien d'extravagant, rien de bruyant. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Ou du moins, nous l'étions jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi quand je dis ceci, ce désastre au supermarché? Ce n'est que le début. Le silence n'a pas duré longtemps. Nous venions de quitter le stationnement du supermarché quand Camille a soudainement lancé d'un ton enjoué, on dirait qu'il va pleuvoir demain. Heureusement qu'on a pris ces sacs poubelles. Tu sais comme les poubelles fuient. Je n'ai pas répondu. Les essuie-glaces n'étaient même pas en marche, mais la lame a grincé une fois sur le verre sec, un son étrangement plus fort que sa voix. Tu dois encore changer l'ampoule dans le couloir, a-t-elle ajouté, me jetant un regard comme si rien ne s'était passé. Elle est grillée depuis des jours.
Elle parlait comme si toute cette explosion dans l'allée des surgelés n'avait jamais eu lieu. Comme si nous n'avions pas simplement déballé 11 ans de tension refoulée à côté d'une pile de bâtonnets de poisson. Tu penses qu'il nous faudra plus de lait la semaine prochaine, a-t-elle demandé, les yeux sur la route. Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Ses doigts se sont légèrement resserrés sur le volant. Eh bien, je suppose qu'on verra. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre passager, laissant ma buée embuer la vitre. Dehors, le ciel était d'un gris pâle, plat, sans couleur, comme si le monde avait baissé son contraste. Ça va, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle a eu un petit rire. C'était forcé. Allô? Julien? Allez. Ne fais pas ça. Tout le monde a de mauvais jours. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas, je me suis tourné vers elle lentement. Vraiment? Elle a hésité une demi-seconde. Bien sûr. Tu as craqué. J'ai surréagi. Un truc classique de couple marié. Rien de grave. Mais la façon dont elle l'a dit semblait préparée d'avance, comme une réplique qu'elle avait répétée. Le genre de choses que l'on dit à quelqu'un que l'on a besoin de calmer, pas à quelqu'un dont on se soucie. Tu as appelé ça un classique, ai-je dit, regardant droit devant moi. C'est comme ça que tu nous vois. Elle a ri de nouveau, plus légèrement cette fois. Ne sois pas dramatique. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé un camion rouge nous dépasser dans la direction opposée. Haillons cabossé, un autocollant qui se décollait dans le coin. D'une certaine manière, j'enviais ce camion. Au moins, il portait ses dégâts ouvertement. Camille a continué à parler. Il y a une promotion sur le Pailly ce week-end. On pourrait peut-être enfin faire quelque chose avec ce parterre de fleurs à l'arrière. C'est un tel gaspillage d'espace de le laisser comme ça, tu ne trouves pas? Elle m'a souri comme si nous étions deux propriétaires joyeux faisant des plans pour le week-end, et non deux personnes qui irradiaient encore la chaleur d'un feu invisible. Tu penses qu'on aura le temps samedi? Non, ai-je dit sèchement. Elle a cligné des yeux. Non. Non, je ne veux pas parler de Pailly, ni du temps, ni des poubelles qui fuient. Elle a de nouveau regardé droit devant elle. D'accord. Nous avons roulé encore 1 kilomètre en silence. Les pneus bourdonnaient contre l'asphalte. Au loin, le tonnerre a grondé, mais la pluie n'est jamais venue. Ce silence, il n'était pas nouveau, mais il était plus fort maintenant, du genre qui s'assoit dans la voiture avec vous et ne met pas sa ceinture. Je l'ai regardé tourner à gauche dans notre rue, son visage figé dans une expression neutre calme, polie, comme si la femme qui souriait à côté de moi maintenant n'était pas la même qui, il y a à peine 20 minutes, m'avait regardé comme si elle avait peur de ce que je pouvais savoir. Elle a garé la voiture à notre place habituelle, a pris son sac à main et a dit « N'oublie pas les sacs ». Puis elle est entrée comme si c'était une soirée comme les autres, comme si tout allait encore bien, comme si tout n'avait pas basculé. Je suis resté assis là un moment, toujours sur le siège passager, les courses dans le coffre, le tableau de bord faisant un léger tic-tac tandis que le moteur refroidissait. Et ça m'a frappé. Elle n'avait pas peur à cause de ce que j'avais dit dans le magasin. Elle avait peur parce que j'avais enfin dit quelque chose de vrai. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil, non pas parce que j'avais un endroit où aller. Je ne pouvais simplement pas dormir. Quelque chose dans la maison semblait décalé. Pas mauvais, juste mal aligné, comme un cadre photo qui continue de pencher, peu importe combien de fois on le redresse. J'ai enfilé un t-shirt, je me suis traîné jusqu'à la cuisine et j'ai préparé le café. Pas de musique, pas de radio d'information, juste le son du goutte-à-goutte et le faible bourdonnement du frigo. Il était encore tôt, à peine jour dehors, mais je n'ai pas attendu. J'ai cassé 3 œufs dans la poêle, les regardant grésiller en touchant le beurre. L'odeur a rempli la cuisine, riche et chaude, et j'ai pris une tranche de pain au levain à griller, celui que j'aimais, pas le genre sans gluten qu'elle choisissait toujours. Derrière moi, j'ai entendu le craquement du plancher du couloir, puis sa voix, douce, « Bonjour ». Je ne me suis pas retourné. Bonjour. Elle est restée près de l'embrasure de la porte, s'attendant probablement à ce que je lui demande si elle voulait quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. J'ai remué les œufs, les ai servis avec une tranche de pain grillé et j'ai versé une tasse de café dans ma tasse habituelle, celle en céramique bleue au bord ébréché. J'ai pris ma place à table calmement. Elle est juste restée là. Après un moment, elle a traversé la cuisine lentement. Ça sent vraiment bon. J'ai hoché la tête, coupant les œufs avec le côté de ma fourchette.
Elle s'est attardée près du comptoir. Je ne savais pas que tu préparais le petit déjeuner ce matin. Je ne savais pas qu'il me fallait une autorisation, ai-je dit sans lever les yeux. Ses lèvres se sont pincées. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai continué à manger. Elle s'est assise en face de moi une minute plus tard. Assiette vide, pas de café, juste un verre d'eau qu'elle a à peine touché. Elle essayait de ne pas faire la tête, mais le silence me disait tout. Je n'ai pas mangé d'œufs depuis une éternité, a-t-elle dit, plus à l'air qu'à moi. Tu te souviens quand on préparait le petit déjeuner ensemble le dimanche? Ouais, ai-je dit simplement, finissant la dernière bouchée. Je me suis essuyé la bouche, j'ai bu une gorgée de café et j'ai levé les yeux. Ses yeux ont glissé vers l'assiette, puis se sont rapidement détournés. Tu n'en as pas fait en plus? Non. Il y eut un silence qui s'étendit sur la table comme un brouillard. Elle a croisé ses mains proprement, tapotant ses pouces l'un contre l'autre. Puis elle a essayé de sourire. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras me remontrer ton secret. Tu réussis toujours les jaunes à la perfection. Je n'ai pas rendu son sourire. Ce n'est pas un secret, juste de l'attention. Son sourire s'est figé, juste une seconde. Puis elle s'est levée, un peu trop vite. Je suppose que je vais prendre un yaourt ou quelque chose. Elle s'est dirigée vers le frigo, l'a ouvert et a fixé l'intérieur un long moment comme si elle avait oublié ce qu'elle était venue chercher. J'ai entendu le bruissement des récipients, le léger tintement d'une cuillère. Puis elle est revenue à table avec un unique pot de yaourt grec nature. Pas de muesli, pas de fruits. Nous sommes restés assis comme ça, l'un en face de l'autre, à manger, sans parler, comme des collègues partageant maladroitement une salle de pause. Le tintement de ma fourchette sur l'assiette, le faible bourdonnement du frigo, sa cuillère raclant le fond du pot en plastique. Tu sembles distant, a-t-elle finalement dit. Je n'ai même pas levé les yeux. Ah oui? Elle m'a fixé, essayant de lire mon visage. Tu sais, je n'aime pas quand on se dispute. Je ne savais pas qu'on se disputait. Eh bien, quoi que ce soit qui se soit passé hier. C'était un moment, les jeux interrompus. Pas une dispute. Une dispute, c'est bruyant. Un moment, c'est de l'honnêteté. Elle a froncé les sourcils. Alors maintenant, tu me punis avec le silence? J'ai posé ma tasse. Non. Je suis juste fatigué de faire semblant. Ses yeux se sont légèrement plissés, mais elle l'a caché derrière une calme gorgée d'eau. D'accord, a-t-elle dit doucement. Fais ta petite protestation. Marque ton point. Je me suis levé et j'ai pris mon assiette. Je l'ai déjà fait. Je l'ai rincée dans l'évier, laissant la sienne intacte sur la table, et j'ai quitté la cuisine sans un autre mot. Derrière moi, j'ai entendu le faible raclement de sa cuillère. Puis plus rien. Absolument rien. Ce soir-là, j'ai entendu le bruit de ses talons sur le porche avant d'entendre la porte s'ouvrir. Un trousseau de clés a cliqueté. Un sac de plats à emporter a bruissé. Salut, a lancé Camille, de nouveau désinvolte. Je n'avais pas envie de cuisiner, alors j'ai pris quelque chose. Je suis resté sur le canapé, zappant les chaînes sans rien regarder, juste du bruit pour couvrir le silence. Elle est entrée en tenant un sac en papier brun, d'un restaurant taille hors de prix qu'elle aimait bien. L'odeur d'ail et de citronnelle a rempli le salon, mais je n'ai pas bougé. Elle l'a posé sur la table, a déballé un récipient. Un seul. Il n'y avait pas de baguette supplémentaire, pas d'offre, pas un regard dans ma direction. J'ai baissé le volume juste assez pour entendre le bruit de son installation en face de moi. Elle a mangé lentement, délibérément. Le raclement de sa fourchette contre la boîte en carton était la seule conversation que nous ayons eue. Il ne s'agissait pas de nourriture. C'était un message. Elle voulait que je le remarque, que je le sente, que je réalise qu'elle était capable de répondre avec la même froideur que celle que je lui avais montrée ce matin. Je n'ai pas dit un mot. Elle a soupiré bruyamment une seule fois, espérant peut-être que je demanderais quelque chose. Que je proposerais une trêve. Je ne l'ai pas fait. Puis, on a frappé à la porte. Elle a levé les yeux, surprise. Je me suis levé le premier. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Amélie. Notre voisine, 2 maisons plus loin. Peut-être la fin de la vingtaine, célibataire, gentille d'une manière typique des petites villes. Toujours une histoire à raconter sur son chat ou son jardin ou le courrier qui se trompait de boîte.
Mais cette fois, elle tenait quelque chose. Salut, a-t-elle dit d'un ton vif, tendant un plat en céramique chaud. J'ai, entendu un peu hier par ma fenêtre. Et aujourd'hui aussi. Désolé, la fenêtre de ma cuisine est toujours ouverte. Vous n'aviez pas l'air de passer un très bon moment, alors j'ai fait ça. J'ai cligné des yeux. C'était une tarte. Aux pommes, je crois. L'odeur m'a tout de suite frappé. Cannelle, chaude et fraîche. Oh, ai-je dit, surpris. Il ne fallait pas, Amélie a haussé les épaules, un peu timide. Ce n'est rien. C'est juste que, parfois, une bonne tarte, ça aide. J'ai souri, sincèrement pour la première fois depuis des jours. Merci, Amélie. C'est vraiment gentil. Tout ce que tu veux, chérie, a-t-elle ajouté doucement, esquissant un sourire avant de descendre du porche et de disparaître le long de l'allée. Quand je me suis retourné, Camille était debout. Elle n'avait pas touché à sa nourriture depuis 2 minutes. Son visage était tendu, sa bouche pincée. C'était pour toi. Ouais, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Oui, elle a entendu hier. Camille a ricané. Alors maintenant, les voisins t'apportent des tartes de pitié? Je suis allé dans la cuisine et j'ai posé le plat. Non, ai-je dit calmement. Ils apportent de la gentillesse. Quelque chose que tu rationnes ces derniers temps. Oh, fiche-moi la paix, a-t-elle lancé. Elle te drague depuis l'été dernier, et tu te laisses faire maintenant que tu joues au mari blessé. Je me suis appuyé contre le comptoir. Camille, tu es rentrée avec de la nourriture pour une personne. Tu n'as même pas demandé. Et maintenant, tu es en colère que quelqu'un d'autre ait remarqué que j'existe? Ses yeux brûlaient. Ne déforme pas les choses. Je ne déforme rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui as commencé. Elle est restée immobile. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que je ne l'avais pas dit avec colère. Juste la vérité. Et cela, plus que des cris, semblait lui avoir coupé le souffle. Tu penses que tout est de ma faute? A-t-elle finalement demandé, plus doucement maintenant. Que tu n'as pas rendu les choses plus difficiles? Je sais que je l'ai fait, ai-je répondu. Mais ce n'est pas moi qui t'ai rendu froide. C'était ton choix. Elle m'a fixé de l'autre côté de la pièce. 2 personnes, une maison, une table, 2 camps. Elle s'est rassise devant son repas à moitié mangé, sa fourchette tapotant doucement. J'ai coupé une part de tarte, et pour la première fois depuis longtemps, je ne lui ai pas demandé si elle en voulait. Le lendemain, j'ai quitté la maison un peu après midi. Pas de plan précis, juste le besoin de respirer ailleurs, dans un endroit calme, un endroit qui ne sentait pas la nourriture à emporter et le silence froid. J'ai fini chez Thomas. C'était mon meilleur ami depuis l'université. Le genre de gars qui se souvenait toujours des anniversaires mais oubliait où il avait garé sa propre voiture. Solide, loyal, honnête. Le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses mots mais pensait chacun d'eux. Leur maison se trouvait à l'orée d'un quartier tranquille où les arbres formaient une voûte au-dessus de la route, comme dans un film. En remontant la courte allée vers leur porche, j'ai entendu de la musique. Pas forte, juste un doux fredonnement qui s'échappait d'une fenêtre entr'ouverte. J'ai frappé une fois. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper à nouveau. Sophie se tenait là, en tablier, souriant comme si le monde n'avait pas changé du jour au lendemain. Tiens, regarde ce que le vent nous amène, a-t-elle dit en souriant. Tu as faim. J'ai cligné des yeux. Je veux dire, je ne voulais pas, ne finis pas cette phrase, m'a-t-elle coupé. Entre. L'endroit sentait l'ail et quelque chose de beurré. Je l'ai suivi dans la cuisine et j'ai vu Thomas à table, pieds nus, sirotant un thé glacé comme si c'était un dimanche matin. Salut mec, a-t-il dit, se levant pour me donner une tape sur l'épaule. Tu as une sale gueule. J'apprécie l'honnêteté. Sophie a agité une cuillère en bois dans sa direction. Thomas. Il a haussé les épaules. Je dis juste. On dirait qu'il a besoin d'une tarte et probablement d'un nouveau matelas. J'ai esquissé un sourire pour la première fois depuis ce qui me semblait être des jours. Sophie m'a fait signe de m'asseoir à la table. Assieds-toi. Mange. On en a fait beaucoup trop. Elle a apporté des sandwichs grillés, une sorte de soupe à la tomate maison avec du basilic frais. Tout était chaud, tout était vrai. Thomas m'a glissé un verre de thé et s'est assis en face de moi. Alors,
a-t-il dit, comment ça se passe à la maison? J'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Tu vois ce moment dans une pièce de théâtre où les acteurs oublient leurs répliques et se regardent fixement? Il a grimaé. C'est si grave? J'ai hoché la tête. Pire. Elle fait comme si tout était normal. J'ai arrêté de jouer le jeu, Sophie s'est assise aussi, posant sa cuillère. Je suis désolé, Julien. Je suis juste fatigué, ai-je admis en grattant la croûte du sandwich. Fatigué de faire semblant, d'avoir des conversations qui ne veulent rien dire. Thomas s'est penché en arrière, croisant les bras. Ce n'est pas ton rôle de garder le masque pour vous deux. Je sais. Puis, sans l'avoir prévu, j'ai regardé autour de moi dans la pièce. Le soleil entrait par leurs fenêtres comme de l'or. Une brise paresseuse faisait bouger les rideaux. Sophie a ri de quelque chose que Thomas a dit à propos de la climatisation cassée de sa voiture. Et pendant une seconde, je les ai juste observés. La façon dont elle le regardait quand elle parlait. La façon dont il lui passait le sel sans qu'elle ait besoin de le demander. Comment rien ne semblait forcé. Et je l'ai senti. Une douleur sourde à laquelle je ne m'attendais pas. De l'envie, peut-être. Pas du genre amer. Le genre qui venait du souvenir de ce que l'on ressentait avec de la chaleur. Thomas a surpris mon regard, sa voix s'adoucissant. Tu n'as plus ça à la maison. J'ai secoué la tête slowly. Même pas proche. Sophie s'est penchée et a placé une deuxième portion de soupe devant moi. Pas de mots, juste un geste qui en disait plus que n'importe quel conseil. J'ai baissé les yeux sur le bol, la vapeur montant doucement. On se croirait sur une autre planète, ai-je dit. Non, a répondu Sophie. C'est ce que l'on est censé ressentir, a ajouté Thomas. Tu as juste oublié. Ce n'est pas de ta faute. Je les ai regardés. 2 personnes, un seul rythme. Et pour la première fois, je me le suis avoué. Ce que j'avais à la maison, ce n'était pas un partenariat. C'était de la survie. Cette nuit-là, la maison était de nouveau trop silencieuse. Le dîner était passé. Camille avait réchauffé quelque chose pour elle. N'a pas demandé si j'en voulais. N'a pas parlé. Juste des restes au micro-ondes mangés debout près de l'évier. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis, après qu'elle ait rincé son assiette et l'ait posée un peu plus fort que nécessaire, je me suis levé du canapé et j'ai dit calmement, il faut qu'on parle. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge, comme si c'était peut-être trop tard pour les vraies conversations. Pourtant, elle m'a suivi dans la salle à manger. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Elle est restée debout. J'ai indiqué l'autre siège du menton. S'il te plaît. Avec un soupir, elle s'y est glissée, les bras croisés, le regard méfiant. Quoi maintenant? Je l'ai regardé droit dans les yeux, fermement. Soit nous reconstruisons ça ensemble, soit ça s'arrête ici. Elle a cligné des yeux. Pardon? Je ne vis plus dans l'incertitude, ai-je dit. Je ne partage plus un toit avec quelqu'un qui me traite comme une tâche à gérer. Si nous voulons que ce mariage fonctionne, il faut que ce soit en équipe. Elle a reniflé. Une équipe? C'est la meilleure. Je suis sérieux. Ouais, moi aussi, a-t-elle répliqué sèchement. Je ne suis pas ta femme de ménage, Julien. Je ne suis pas là pour servir tes moindres caprices émotionnels comme une espèce de fantôme de roman. Je n'ai pas bronché. Je n'ai jamais demandé une femme de ménage, ai-je dit doucement. J'ai demandé une partenaire. Quelqu'un qui est présent. Qui s'en soucie. Qui me fait sentir que je compte. Oh, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix montant. Tu te morfonds ici comme un petit chiot blessé, te préparant le petit déjeuner pour une personne et pleurant sur des œufs. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de ça, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre ouverte près de la table de la salle à manger. L'air était encore frais. Le carillon du voisin tintait doucement. Je me suis un peu penché et j'ai appelé, assez fort pour que ça porte. Et, Amélie. Un instant plus tard, sa voix est revenue, joyeuse. Oui. Pourrais-tu me donner un coup de main avec quelque chose, vite fait? Bien sûr, a-t-elle dit sans hésiter. Tout ce que tu veux, chérie. Je me suis retourné vers la table. Camille n'avait pas bougé, mais quelque chose dans ses yeux s'était figé. Son visage était toujours sans expression,
mais ses jointures étaient blanches sur la chaise. Je suis revenu lentement, calmement. Je ne lui ai pas demandé de cuisiner, de nettoyer ou de me flatter. J'ai juste appelé, et elle a répondu. Gentiment. Volontiers. Camille s'est levée. Tu es sérieusement en train d'impliquer la voisine là-dedans? Je n'ai impliqué personne, ai-je dit. Elle est intervenue parce que la gentillesse n'attend pas le moment parfait. Elle se manifeste, c'est tout. Camille m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait en face d'elle. Sa voix est devenue basse, presque un murmure. Tu penses que tu marques un point? J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de gagner. J'en ai juste assez de perdre. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. La tarte était toujours sur le comptoir, recouverte de papier d'aluminium, intacte. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. J'ai de nouveau tiré ma chaise, lentement et délibérément. Je me suis assis, j'ai croisé les mains sur la table. Je te donne une chance, Camille. Une vraie discussion, maintenant. Es-tu investi là-dedans, ou passes-tu juste le temps en attendant de décider de partir la première? La tension dans la pièce crépitait. Pas fort, mais vive, électrique. Elle a détourné le regard, puis elle s'est retournée et est sortie. Pas de porte claquée, pas de réponse, juste le bruit de ses pieds nus sur le carrelage, s'éloignant dans le couloir. Je suis resté seul, assis. Et pour la première fois, je me suis senti plus fort que je ne l'avais été depuis des mois. Toujours là? Donnez un j'aime à cette vidéo. Ça aide vraiment. 3 jours plus tard, j'ai jeté mon sac de sport dans le coffre de la Jeep de Thomas et je n'ai pas regardé en arrière. Pas de mots d'adieu, pas de discours dramatique, juste un message sur le frigo au marqueur effaçable, parti pour une semaine. Ne m'attends pas, Julien. Thomas avait proposé ce voyage des mois auparavant. Une de ses invitations à moitié sérieuse lors d'une soirée foot arrosée de bière. Mec, disparaissons juste pour une semaine. Plage, pas de téléphone, pas de stress. À l'époque, j'en avais ri. Maintenant, c'était comme de l'oxygène. La route vers le sud était longue mais facile. Le genre de route où l'asphalte bourdonne sous vous comme une musique de fond et où le ciel s'ouvre, large, bleu et libre. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Nous n'en avions pas besoin. Il y a quelque chose de spécial à être à côté de quelqu'un qui connaît la forme de votre silence. Quelque part après Clermont-Ferrand, Thomas m'a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai hoché la tête. J'y arrive. Nous avons séjourné dans une maison de plage louée juste à l'extérieur de cette. Volets blancs, plancher qui craque, le genre d'endroit qui sentait les vieux livres et le sel de l'océan. Il n'y avait pas d'itinéraire, pas d'attente, juste du sable chaud, des boissons fraîches et du temps. Nous avons passé le premier après-midi à ne rien faire du tout. Les pieds enfouis dans le sable, à regarder les mouettes se battre pour rien, laissant les vagues déferler et effacer nos empreintes encore et encore. Thomas a ouvert une bière à côté de moi. Je ne t'ai pas vu respirer depuis des semaines. J'ai expiré. Je ne savais pas que je retenais mon souffle. Au 3e jour, j'avais arrêté de vérifier mon téléphone. Au 4e jour, je ne pensais même plus à Camille. Pas de manière lourde et amère. Plutôt comme une pierre que j'avais finalement posée sans m'en rendre compte. Nous avons fait des grillades sur la terrasse, joué aux cartes, parlé de choses sans importance et de tout ce qui comptait. La nuit, les étoiles se déversaient dans le ciel comme si quelqu'un avait saupoudré du sel sur du velours noir. Et la 5e nuit, je me suis retrouvé seul sur la plage. Chaussures enlevées, les orteils s'enfonçant dans le sable frais et humide, les vagues s'approchant puis se retirant, comme si elles essayaient de m'apprendre quelque chose. J'ai penché la tête en arrière et j'ai regardé le ciel, les mains dans les poches. Pour la première fois depuis des mois, mes pensées ne criaient pas. Elles chuchotaient. Elles posaient des questions plus calmes. Quand suis-je devenu invisible dans ma propre maison? Quand notre foyer est-il devenu une scène? Et nous, 2 acteurs qui ont oublié leur réplique. Quand la gentillesse est-elle devenue une transaction? Je n'avais pas toutes les réponses. Mais sous ces étoiles, j'ai réalisé quelque chose de simple. Elle ne me manquait pas. C'est ce que je ressentais avant qui me manquait. Avant les murs, avant les regards froids et les mensonges joyeux, avant que la maison ne cesse de ressembler à un foyer. Thomas m'a rejoint après un moment, m'a tendu un soda et s'est assis sans un mot. Nous avons juste écouté l'océan pendant un long moment.
Tu penses qu'elle remarque que je suis parti, ai-je finalement demandé. Thomas ne m'a pas regardé quand il a répondu. Probablement. Mais je pense que la meilleure question est, est-ce que ça t'importe si elle s'en rend compte? J'ai laissé les vagues répondre à cette question pour moi. Et dans ce calme, dans cet air salin et ce clair de lune argentée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. La maison sentait la vanille et le citron quand j'ai franchi la porte d'entrée. C'était le premier signal d'alarme. Le second, mon nom. Julien. La voix de Camille flottait depuis la cuisine. Trop vive, trop rapide. Tu es rentré. Elle est apparue une seconde plus tard dans une de ses robes d'été qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Bleu clair, cheveux relevés, pieds nus, comme si elle sortait d'un magazine de style de vie. Il y avait même une petite trace de farine sur sa joue. Je suis resté immobile dans l'embrasure de la porte, mon sac de sport à la main. Salut. Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Pas une étreinte raide et obligatoire, une vraie étreinte avec les bras autour de ma taille et le menton sur mon épaule. Ouah, ai-je dit lentement en lui tapotant le dos. Je ne savais pas que j'étais entré dans une publicité pour les nouveaux départs. Elle a ri, un rire léger, cristallin. Je sais que c'est un peu trop, mais je voulais te faire une surprise. Tu as réussi, ai-je marmonné. Elle s'est reculée. Le dîner est presque prêt. J'ai fait des escalopes de veau à la normande, et j'ai fait du pain. Tu as fait du pain maison. Et j'ai fait ta salade préférée. J'ai même mis ton verre à vin au frais. J'ai haussé un sourcil. C'est beaucoup. Elle a gloussé comme si c'était mignon. Je voulais juste faire quelque chose de gentil. Je l'ai suivi dans la cuisine. Les comptoirs brillaient. Pas une seule vaisselle en vue. La table était mise pour deux. Serviettes en tissu, bougies, même les couverts étaient polis. Laisse-moi deviner, ai-je dit. La voisine t'a donné des conseils de pâtisserie? Elle a souri en remuant quelque chose sur le feu. Amélie m'a effectivement prêté un plat à tarte. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai laissé tomber mon sac près des escaliers et je suis resté là, à observer. Camille bougeait comme une hôtesse lors d'un dîner mesuré, gracieuse, anormalement fluide. Chaque mot semblait soigné. Chaque geste, intentionnel. Même la musique de fond, quelque chose d'acoustique et de doux, était trop parfaitement synchronisée. Elle m'a jeté un regard. Ça va? Ça ne pourrait pas aller mieux. Mais ce n'était pas le cas, parce que la cuisine était trop propre, le ton trop léger, l'ambiance trop parfaite. Et son sourire. C'était le plus grand avertissement de tous. Je me suis assis à table par habitude. Elle a tout servi sans que je le demande. A placé l'assiette devant moi comme si nous jouions à la dinette. Ça sent bon, ai-je dit avec précaution. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains et a souri. Ça m'a manqué. J'ai coupé dans le veau tendre, chômé j'ai mâché plus lentement que d'habitude. Ça t'a manqué, ai-je répété. Elle a hoché la tête. Nous. J'ai posé ma fourchette. Camille, qu'est-ce que c'est que ça? Son sourire a vacillé une demi-seconde, puis il est revenu. C'est le dîner. Non, ai-je dit. C'est autre chose. Elle a penché la tête. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être juste moi qui veux faire mieux? Je me suis penché en arrière, les yeux plissés. Parce que ça ne te ressemble pas. Pas à la toi que j'ai laissée derrière moi. Silence. Puis elle s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes. Trop rapidement. Je pensais que tu apprécierais, a-t-elle dit, la voix sèche maintenant. Je pensais que tu serais content que j'essaie. Essayer, ai-je demandé. Ou cacher quelque chose? Le bruit de la vaisselle s'est arrêté dans l'évier. Elle me tournait toujours le dos. Julien, a-t-elle dit doucement. Ne peut-on pas simplement passer à autre chose? Passer à autre chose que quoi? Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis elle s'est retournée lentement, une assiette à la main, et a forcé un sourire. Que tout. Arrêtons de regarder en arrière. Je l'ai observé attentivement. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle plaçait l'assiette dans l'égouttoir. Je veux juste qu'on soit heureux. Je me suis levé de table, je me suis approché du comptoir, j'ai pris le verre à vin qu'elle avait mis au frais pour moi. Il était parfait. Trop parfait.
Et c'est ce qui me terrifiait, car tout dans ce moment ressemblait à un décor, à une scène. Et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque part en coulisses, la vraie scène ne s'était pas encore jouée. 2 jours après le dîner, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé passer. Il s'appelait Didier Simon. Flic à la retraite, voix calme, pas de jugement. Recommandé par un ami de Thomas qui avait vécu une situation similaire. Il ne te nourrira pas de drame, avait dit Thomas. Juste des faits. C'est tout ce que je voulais. J'ai rencontré Didier dans un restaurant de l'autre côté de la ville, un de ceux avec des lumières tamisées et un jukebox qui ne fonctionnait plus depuis les années 80. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, portant un coupe-vent et une casquette de baseball sur laquelle on pouvait lire « Fédération de chasse de l'Ardèche ». Il n'a pas dit grand-chose, a juste attendu que je commence à parler. Je n'essaie pas de la prendre sur le fait, lui ai-je dit. C'est juste que j'ai besoin de connaître la vérité. Quelle qu'elle soit. Didier a hoché la tête lentement. Les gens ne demandent pas la vérité à moins de la connaître déjà. J'ai baissé les yeux sur mon café. Ouais. Il a posé quelques questions. Son nom complet, ses horaires de travail, ses habitudes. J'ai répondu à tout, même aux choses que je ne voulais pas dire à voix haute. Puis il a dit qu'il me contacterait. Je suis rentré chez moi ce soir-là pour un autre repas aux chandelles. Camille a souri en me versant du vin, m'a demandé comment s'était passée ma journée, portait un parfum qu'elle n'avait pas utilisé depuis notre 5e anniversaire de mariage. Elle a ri de choses que je n'avais pas dites et a tendu la main vers la mienne par-dessus la table comme si rien ne s'était jamais brisé entre nous. Et j'ai souri en retour. Mais à l'intérieur, je comptais les heures. 6 jours plus tard, Didier a appelé. J'ai ce que tu as demandé, a-t-il dit. On se voit. Je l'ai fait. Même banquette, même jukebox cassé, bourdonnant de parasites. Didier a ouvert son carnet et a commencé à parler comme s'il s'agissait d'un briefing de police. Elle voyait un certain Marc Fournier. Avocat, divorcé, début de la quarantaine. Tu le connais? Je ne le connaissais pas. Le nom ne me disait rien. Ils ont eu une relation intermittente pendant un certain temps, a poursuivi Didier. Ça a commencé il y a environ 8 mois. C'est devenu sérieux. Il y a mis fin il y a 3 mois. Elle, non. Je suis resté assis là, à fixer la table en formica fissurée. Elle l'a recontacté pendant que tu étais en dehors de la ville. L'a rencontré pour un café 2 jours avant ton retour. Pas de contact physique, pas de maintenu. Juste pour clore le chapitre. Clore le chapitre, ai-je répété. Didier a hoché la tête. Elle lui a demandé de réessayer. Il a dit non. A dit qu'il voyait quelqu'un de nouveau. Je me suis frotté la nuque. Et puis elle est rentrée à la maison et a fait des escalopes de veau à la normande. Elle n'est pas rentrée directement chez elle, a dit Didier doucement. Elle est revenue vers toi quand la porte s'est fermée là-bas. J'ai dégluti difficilement. Didier a fait glisser un dossier sur la table. Des photos, des dates, des captures d'écran de ces textos envoyés depuis notre jardin. L'horodatage correspondait au moment exact où j'étais sur la plage avec Thomas, à regarder les étoiles. Je me suis dit que tu voudrais des preuves. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je n'en avais pas besoin. Didier s'est penché en arrière. Parfois, les gens nettoient trop vite. Ils ne font pas ça à moins d'essayer d'effacer quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Il s'est levé. Tu savais déjà la plupart des choses, Julien. J'ai juste confirmé ce que ton instinct te disait. Après son départ, je suis resté assis dans la banquette un peu plus longtemps. Le tableau des menus au-dessus du comptoir indiquait « crumble aux myrtilles ». Le plat du jour était pain de viande et purée de pommes de terre. Dehors, le vent soufflait lentement, et j'ai pensé à ce dîner que Camille avait préparé, la musique douce, la farine sur sa joue. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la guérison. C'était une couverture, parce que l'homme avec qui elle voulait vraiment arranger les choses lui avait dit non. Et j'étais le plan B. Sa paix soudaine, son calme étrange, la perfection de la mise en scène. Tout prenait son sens maintenant. Elle n'était pas revenue pour reconstruire. Elle était revenue parce que la porte derrière elle s'était refermée à clé. Le dîner de ce soir-là était du saumon, glacé, parfaitement présenté avec des légumes rôtis disposés comme dans une émission de cuisine. Camille a de nouveau allumé les mêmes bougies.
La même liste de lecture fredonnait depuis l'enceinte. Même table, même numéro. Elle portait ce chemisier rose pâle qu'elle savait que j'aimais autrefois. Je me suis assis tranquillement, comme je l'avais fait les dernières nuits. Elle a souri de l'autre côté de la table comme si tout était de nouveau chaleureux. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé gentiment, versant de l'eau dans mon verre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une épaisse enveloppe en papier craft de mon sac et je l'ai posée sur la table entre nous. Elle a cligné des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai toujours rien dit. Elle l'a lentement ramassé, a sorti les papiers et a commencé à lire. La couleur a presque instantanément quitté son visage. Ses doigts tremblaient en parcourant les premières pages, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Un divorce ? J'ai hoché la tête une fois. Non, Julien, attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Sa voix s'est élevée brusquement, la panique déferlant comme un barrage qui cède. Tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux, ai-je dit doucement. Elle s'est levée brusquement. Tu n'es pas obligé de faire ça. On allait mieux, non ? J'ai essayé. J'ai préparé le dîner. J'ai été présente. J'ai levé une main. Elle s'est arrêtée en pleine phrase. Je sais pour Marc, ai-je dit calmement. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. J'ai poussé mon assiette de côté, intacte. Tu n'es pas revenu pour nous réparer, ai-je continué. Tu es revenu parce qu'il t'a fermé la porte au nez. Et tu avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour te sentir désiré à nouveau. Non, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. J'ai rompu avec lui, a-t-elle plaidé. Je lui ai dit au revoir. Je t'ai choisi, Julien. Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce que j'avais failli perdre. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas choisi. Tu t'es contenté de moi. Des larmes ont rempli ses yeux. Julien, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça. Je ferai mieux. Je veux faire mieux. J'irai en thérapie. Je te dirai tout. Je serai honnête à partir de maintenant. Je le jure. Je me suis levé calmement, boutonnant ma veste. Elle a fait un pas vers moi, désespérée maintenant, la voix tremblante. Ne me quitte pas. J'avais peur. J'ai fait une erreur, mais je suis revenu. J'essaie. Est-ce que ça ne signifie rien ? Si, ai-je dit doucement. Ça signifie que tu as fait ton choix. Elle s'est figée. Et ça, ai-je ajouté en tapotant l'enveloppe une fois, c'est le mien. Je me suis retourné. Julien. Julien, attends, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée derrière moi. Des sanglots, du genre qui remplit une pièce et la vide en même temps. Je n'ai pas arrêté de marcher. À la porte, je me suis arrêté, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Elle était toujours debout à côté de la table, les mains serrées contre sa poitrine, les épaules secouées de spasmes. Le saumon était intact. Les bougies vacillaient. Toute la pièce avait l'air d'un décor, abandonné en pleine représentation. Je suis sorti. L'air était frais et libre. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé chez Thomas. Même canapé, même balancelle sur le porche qui grinçait au vent, mais cette fois, je ne portais pas ce poids. Pas comme avant. Sophie était dans la cuisine, la musique jouant pendant qu'elle coupait quelque chose sur une planche en bois. Elle fredonnait en rythme, dansant un peu en chaussettes, s'arrêtant de temps en temps pour crier sur Thomas qui piquait des bouchées. « Sors de la cuisine » a-t-elle crié alors qu'il riait et attrapait une carotte. J'étais debout dans l'embrasure de la porte, à les regarder. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas une grande mission de sauvetage. C'était de la simplicité. Sophie m'a fait signe d'entrer. Tu arrives juste à temps. Il essaie de voler le dîner et j'ai besoin de renfort. Thomas a levé les deux mains. Pour ma défense, j'avais faim. Le dîner est dans 20 minutes, a-t-elle dit. Tu survivras. Je suis entré et je me suis assis au comptoir, respirant l'odeur d'ail, de beurre et de quelque chose d'agrumé. La chaleur habitait les murs ici. Pas celle du chauffage, mais celle de la façon dont ils évoluaient l'un autour de l'autre. Un travail d'équipe silencieux, une attention non exprimée. Tu vas bien,
a demandé Thomas en me tendant une boisson fraîche. J'ai hoché la tête. Ouais. Vraiment. Il a entrechoqué sa bouteille contre la mienne et n'a rien dit de plus. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le porche, les assiettes pleines derrière nous, les rires résonnant encore à travers la moustiquaire. J'ai regardé le vent courber les arbres, le rire de Sophie se mêlant à la brise. Et pour la première fois, je ne l'ai pas seulement envié. J'ai cru que c'était possible. Pas une vie parfaite, juste une vie réelle. Une vie où l'attention n'était pas une performance. Où l'amour se manifestait sans qu'on le demande, sans scénario. Alors que le soleil déclinait et que le ciel prenait cette douce teinte orangée, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai fait défiler jusqu'au contact que je n'avais pas utilisé depuis cette nuit avec la tarte. J'ai appuyé dessus. Le téléphone a sonné 2 fois. Allô, a répondu la voix d'Amélie, chaleureuse et curieuse. J'ai souri, regardant le ciel se transformer en étoiles. Salut, ai-je dit. Tu es occupé? Pas si tu as besoin de moi, a-t-elle dit légèrement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai marqué une pause, juste un instant, puis doucement, tu as toujours ce plat à tarte. Et c'était la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose sur lequel je reviens sans cesse. Sophie, la femme de Thomas, n'a pas posé de questions, n'a pas fouiné, n'a pas jugé. Elle m'a juste tendu un deuxième bol de soupe et m'a fait une place à sa table. Ce simple acte de gentillesse a frappé plus fort que la plupart des mots ne le pourraient jamais.